Je m'appelle Adèle Fontenay. J'ai 34 ans. Et à minuit un jeudi d'octobre, pieds nus dans le couloir de mon propre appartement, dans le noir, j'ai lu 4 mots qui ont changé tout ce que je croyais savoir de mon mariage. Je ne rêvais pas, je n'étais pas à moitié endormie. Je m'étais levée pour un verre d'eau, comme je le fais la plupart des nuits, et je passais devant le miroir que mon mari m'avait offert 6 heures plus tôt pour notre anniversaire, et la vieille glace avait embué dans l'air froid du couloir, comme le font les vieilles glaces, et dans cette buée, écrit en lettres qui n'auraient pas dû être là, il y avait 4 mots. Demande-lui qui est Ingrid. Je suis restée là longtemps. Assez longtemps pour que la condensation commence à se dissiper, les lettres se dissolvant de l'extérieur vers l'intérieur, comme quelque chose qui retire un message qu'il a déjà décidé de transmettre. Et je les ai regardés disparaître. Je n'ai pas couru réveiller Mathieu. Je n'ai pas crié. Je suis restée là, pieds nus sur le parquet froid, à regarder les mots s'effacer. Et ensuite, j'ai continué à rester là un peu plus longtemps, à regarder mon propre visage dans la vieille glace, légèrement décalé, légèrement autre, de la façon dont les vieux miroirs vous rendent toujours une version de vous-même qui est presque, mais pas tout à fait exacte. Je ne me suis pas rendormie, et j'ai besoin de vous dire comment on en est arrivé là. Parce que le miroir n'a pas commencé l'histoire. Il a juste finalement dit ce que l'histoire essayait de dire depuis 2 ans. Avant d'aller plus loin, si vous ressentez déjà quelque chose, si vous êtes déjà en train de vous redresser légèrement sur votre siège en vous disant « Attendez, quoi ?» Allez-y, appuyez sur ce bouton « J'aime », abonnez-vous pour être là pour chaque partie de ça, et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est là où vous êtes. Je veux savoir. Vraiment. Maintenant laissez-moi vous ramener au début. J'ai grandi à Périgueux, en Dordogne, dans une maison qui sentait l'huile de lin et le vieux bois. Mon père, Bernard, restaurait les meubles anciens dans un atelier au fond du jardin. Un homme aux mains grandes et précises, avec une certaine patience spécifique, celle qui permet de décaper 100 ans de mauvaise peinture sur une pièce sans se presser, parce qu'on sait que ce qu'il y a dessous vaut le temps qu'on prend. Ma mère, Jacqueline, était infirmière en soins palliatifs à l'hôpital. Elle faisait des doubles et rentrait silencieuse. Pas froide. Pleine. Pleine des derniers jours des autres. Pleine de choses qu'elle avait absorbées et traitées seule pour que le reste d'entre nous n'ait pas à les porter. On n'avait pas beaucoup d'argent. C'était simplement un fait de notre vie, comme le temps qu'il fait. Mon frère Théo et moi partagions une salle de bain et une compréhension générale que les envies n'étaient pas la même chose que les besoins, et que les besoins eux-mêmes n'étaient pas toujours garantis non plus. Mais la maison était pleine de belles choses, pas de choses chères, pas de choses achetées, mais de choses trouvées. Des pièces que mon père avait tirées de brocante et ramenées du bord du néant. Il disait qu'une chose abîmée n'est pas une chose cassée, que l'abîme, c'est simplement le journal d'une vie, que la réparation fait maintenant partie de l'histoire de l'objet. Je l'ai cru. J'ai construit toute ma vie professionnelle sur cette conviction. Quand j'avais 19 ans, mon père a eu un infarctus dans l'atelier un mardi matin de novembre. Il avait 54 ans. L'atelier a fermé la même semaine, parce que l'atelier c'était lui, et sans lui, il n'y avait rien à fermer. Ma mère a continué ses doubles. J'ai continué mes études, comblant le manque avec des week-ends dans une brocante de la rue Notre-Dame à Bordeaux, passant les mains sur les objets des autres pendant que j'apprenais, formellement, à comprendre ce que je ressentais déjà. J'ai eu ma licence d'histoire de l'art à l'université Bordeaux-Montaigne, avec quelques milliers d'euros de dettes, et la capacité de regarder un objet et de savoir immédiatement s'il disait la vérité sur lui-même. Je suis devenue experte. J'ai fait mon master à l'école du Louvre. J'ai été recrutée chez Delorme et Séguin, dans le 8e arrondissement. J'étais bonne dans ce travail de la façon tranquille et précise, que les gens reconnaissent et ensuite sous-estiment, parce que je ne l'annonçais jamais. Et si vous avez déjà construit quelque chose soigneusement et silencieusement, pièce par pièce, sans que personne ne regarde, sans que personne n'attende pour célébrer ça avec vous, je crois que vous comprendrez pourquoi ce qui s'est passé ensuite
a fait mal de la façon dont ça a fait mal. Si vous avez déjà été la personne qui tient tout ensemble sans qu'on vous dise que c'est vous qui tenez, appuyez sur ce bouton j'aime, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, et partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas le seul à avoir jamais eu l'impression d'être invisible dans sa propre vie. Parce que la partie suivante parle exactement de ce sentiment, et de l'homme qui, pendant un seul soir, l'a fait disparaître. J'ai rencontré Mathieu à un dîner, j'avais 30 ans. Un ami commun, rien de dramatique. Il était grand et facile, et portait une belle montre, et il me posait des questions de relance. C'était ça, honnêtement. C'était l'ensemble de la chose. La plupart des gens, quand vous leur expliquez ce que vous faites, disent « Ah, c'est intéressant » et pivotent vers eux-mêmes. Mathieu a dit « Quand vous touchez quelque chose d'ancien, qu'est-ce que vous cherchez exactement ?» Et je lui ai expliqué la température de surface, la texture d'une finition originale par rapport à une reproduction, la façon dont le poids d'une pièce vous dit quelque chose que le dossier de provenance ne dira jamais. Il a écouté. Il a vraiment écouté. J'ai confondu ça avec de la profondeur. Je le sais maintenant. Mais à 30 ans, après des années à construire une vie sans que personne n'y prête vraiment attention, l'expérience d'être écouté ressemblait à de l'amour. C'était peut-être de l'amour, au début. Peut-être que c'était la seule forme qu'il connaissait. On s'est mariés après 2 ans. On a emménagé dans son univers à lui, son monde professionnel, sa gravité financière. J'ai gardé mon travail et mes économies, et le sentiment précis d'être compétente dans quelque chose, ce qui comptait, parce que je percevais presque dès le début que dans l'architecture de notre mariage, j'étais la structure plus silencieuse, celle qui n'apparaît pas dans les photographies du bâtiment, mais qui soutient les parties qu'on voit. Je veux être prudente ici, parce que je n'ai aucun intérêt à peindre Mathieu en personnage de mauvais film. Il n'était pas cruel, il n'était pas absent. Il était présent de la façon dont un bon commercial est présent, attentif à ce que vous aviez besoin de voir, habile à l'angle de lui-même qu'il vous montrait. Et pendant longtemps, je me suis dit que la petite fausseté que je percevais, cette qualité légèrement décalée de notre vie commune, comme un meuble dont les assemblages ont été recollés, mais pas tout à fait d'aplomb, était ma propre blessure, ma vigilance héritée, ma tendance à chercher le compartiment secret. Mon père avait trouvé des lettres dans un secrétaire empire une fois, quand j'avais 11 ans. Il avait décapé la vieille finition et découvert un double fond, et dedans, il y avait une liasse de lettres d'une femme à un homme qui n'était pas son mari. Il les avait lues debout dans l'atelier, puis brûlées dans la cheminée du salon. Je l'avais regardé depuis la fenêtre de la cuisine. Il n'avait jamais rien expliqué. Mais le regard sur son visage, ce n'était pas du dégoût. C'était quelque chose qui ressemblait davantage à une reconnaissance. La certitude que les belles choses portent les secrets des autres, et que parfois, ces secrets ne sont pas terminés. J'ai pensé à ça très souvent dans les 2 ans qui ont précédé l'arrivée du miroir, parce que j'avais remarqué des choses, des petites choses. Le genre de choses qu'on remarque quand toute sa vie professionnelle est construite sur le savoir-faire de remarquer, et qu'on passe ensuite toute sa vie personnelle à décider si on fabrique des patterns qui n'existent pas. Un nom inconnu sur un programme de conférence laissé sur le comptoir de la cuisine. Un changement dans ses habitudes avec son téléphone, si léger et si progressif que je ne pouvais pas pointer le jour où ça avait commencé. Une qualité dans son attention à moi qui avait glissé du registre de l'authentique à celui du prudent. Pas froid, prudent. J'ai classé ces choses. Je les ai discréditées. Je me suis dit que c'était moi le problème, que les dommages étaient les miens, pas ceux de la pièce. Et puis mon 3e anniversaire de mariage est arrivé, et Mathieu a ramené chez nous un miroir enveloppé dans des couvertures de déménagement et une bâche, et il était planté dans l'entrée, avec un visage ouvert et heureux et fier, et j'ai défait les couches, et j'ai vu le cadre doré, le style fédéral américain, le verre gondolé d'origine, l'usure exactement aux bons endroits. Et j'ai ressenti pendant un soir entier
quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, d'être entièrement et correctement aimée. J'ai passé les mains sur le cadre doré froid, comme mon père me l'avait appris. Le gesso qui montrait à travers au coin. La surface comme la peau sèche de quelque chose qui avait été vivant très longtemps. Authentique. Incontestablement authentique. C'est le tien, avait-il dit. Et il avait raison. C'était exactement le mien. On l'a accroché dans le couloir ce soir-là. On a dîné à table. On a ouvert une bouteille qu'on gardait depuis un moment. Je suis allée me coucher en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Que le mariage était vrai. 6 heures plus tard, j'étais debout dans le noir devant ce miroir dans sa chemise à lui, les pieds nus sur le parquet froid, et la vieille glace avait embué, et dans la condensation, il y avait 4 mots qui n'auraient pas dû être là. Demande-lui qui est Ingrid. Et la chose à laquelle je reviens sans cesse, la chose qui me donne encore froid dans le dos, c'est que je n'étais pas surprise. Pas du tout. J'avais simplement été, finalement, tranquillement, autorisée à voir ce que je savais déjà. J'ai pris une photo avant que les lettres disparaissent. Je m'appelle Adèle Fontenay. J'ai 34 ans. Et à minuit, un jeudi d'octobre, pieds nus dans le couloir de mon propre appartement, dans le noir, j'ai lu 4 mots qui ont changé tout ce que je croyais savoir de mon mariage. C'est ça que vous devez comprendre sur moi, sur la façon dont mon cerveau fonctionne dans une crise. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas réveillé Mathieu. Je suis restée dans le noir avec mon téléphone à la main et j'ai pris en photo l'écriture dans la buée avant qu'elle finisse de se dissoudre. Et je suis restée là encore un moment pour m'assurer que j'avais l'image. Et ensuite, je suis allée à la cuisine et je me suis servi un verre d'eau et je l'ai bu debout au comptoir dans le noir. Mes mains étaient parfaitement stables. C'est ça qui m'a fait plus peur que le miroir. Je suis retournée me coucher. Je me suis allongée à côté de Mathieu dans le noir et j'ai écouté sa respiration, le rythme lent et régulier d'un homme que rien ne tient éveillé. Et j'ai fixé le plafond et j'ai pensé « Je sais ce que j'ai vu ». Et j'ai pensé « Je sais quelque chose depuis 2 ans ». Et j'ai pensé « Demain je vais vérifier si j'ai raison ». Et je vais le faire avec soin. Et je ne vais pas dire un seul mot avant de savoir exactement ce que je suis en train de dire. J'ai regardé des femmes passer leur vie à gérer les conséquences de mots lancés trop tôt, trop chaud. Ma mère n'a jamais fait ça. Elle absorbait, elle évaluait, et ensuite elle parlait. C'est la chose la plus précieuse qu'elle m'ait jamais apprise, et elle me l'a apprise sans un seul cours, juste par l'exemple, sur 30 ans à la regarder opérer. À 5h47 du matin, je me suis levée. J'ai enfilé les vêtements de la veille parce qu'ils étaient déjà sur la chaise. J'ai écrit « Partito » sur le bloc-notes qu'on garde près de la cafetière, et j'ai conduit jusqu'à l'appartement de Camille. Camille Roux est mon amie la plus proche depuis 3 ans, depuis mon premier mois chez Delorme et Séguin, quand elle a regardé un objet que je venais d'identifier correctement comme une reproduction, puis m'a regardé moi, et a dit « Tu veux qu'on prenne un café ?» Parce que ça fait un moment que j'attends quelqu'un dans cet immeuble qui sache vraiment ce qu'il regarde. Elle a 31 ans et elle a grandi à Nantes, entourée d'objets anciens et d'histoires compliquées, et de cette compréhension, absorbée tôt et complètement, que l'authenticité est rare et vaut la peine d'être protégée. Son poste, son titre officiel exact, est chercheuse en provenance, ce qui signifie que toute sa vie professionnelle est l'art de retrouver d'où vient vraiment une chose. Je n'aurais pas pu concevoir une meilleure personne à appeler à 5h47 du matin. Elle m'a buzzé sans demander pourquoi. Quand je suis arrivée à sa porte, elle était déjà en peignoir de velours prune foncé, avec le café fait, 2 tasses sur le comptoir, comme si elle m'attendait depuis que le téléphone avait sonné. C'est ça avec Camille. Elle ne vous fait jamais expliquer pourquoi vous débarquez. Elle fait juste de la place pour le fait que vous l'avez fait. Je me suis assise à sa table de cuisine et j'ai posé mon téléphone entre nous et je lui ai montré la photo. Elle l'a regardée longtemps. Plus longtemps que je ne m'y attendais. Camille traite vite. C'est une de ses qualités définissantes, cette intelligence à réaction rapide. Alors quand elle se figeait et se taisait sur quelque chose, ça signifiait quelque chose.
Dis-moi exactement d'où vient le miroir, elle a dit. Mathieu a dit une vente de succession en Dordogne, la succession d'une institutrice. Le neveu vendait tout. Elle a levé les yeux vers moi. Tu connais le nom de famille? Aubert, j'ai dit. Il l'a mentionné en me parlant de la pièce. Henri et Madeleine Aubert. Elle a tiré son ordinateur vers elle. Elle n'a plus rien dit pendant 4 minutes. J'ai bu mon café et regardé le matin arriver par sa fenêtre de cuisine et essayé de retrouver la stabilité que j'avais eue debout au comptoir dans le noir. Bon, elle a dit finalement. Voilà par où on commence. Je veux m'arrêter ici juste un moment parce que j'ai besoin de vous poser une question. Je veux savoir si vous avez déjà été debout dans une cuisine, ou dans un parking, ou dans une salle de bain, ou n'importe où, en tenant une preuve dans votre main. Quelque chose de petit, une photo, un reçu, un nom écrit quelque part où il n'aurait pas dû être. Et vous saviez déjà ce que ça voulait dire. Vous saviez déjà, de la même façon que je savais debout dans ce couloir. Vous le saviez depuis un moment. Mais il y a cet écart spécifique et terrible, entre savoir et pouvoir dire « je sais », entre ressentir la fausseté et être prête à l'appeler par son vrai nom. Si vous avez déjà vécu dans cet écart, je veux que vous le posiez dans les commentaires. Dites-moi combien de temps vous y avez vécu. Dites-moi ce qui vous en a finalement sorti. Parce que je les lis tous, vraiment tous. Et je crois que plus d'entre nous ont été debout dans cette cuisine dans le noir qu'on ne le dit jamais à voix haute. Ce que Camille a trouvé en 2 jours de recherche, et quand je dis 2 jours, je veux dire qu'elle n'a pas arrêté, qu'elle n'a pas dormi de façon normale, qu'elle a suivi ce fil comme elle suit chaque fil de provenance, avec une férocité concentrée et presque sereine. Voilà ce que c'était. Le miroir avait été acquis en 1987 par Henri et Madeleine Aubert, de Bergerac, Dordogne. Henri Aubert était géomètre. Il était mort 6 ans plus tôt. Madeleine Aubert, 73 ans, était vivante, par fenêtre, par vague, dans un établissement de soins de mémoire à Sarlat. Le miroir était une pièce notable dans un intérieur modeste. Trop beau pour la pièce où il se trouvait. Trop cher pour ce que les archives financières de la succession suggéraient qu'Henri avait jamais légitimement gagné. Et voilà le détail qui fit poser à Camille sa tasse de café et me regarder par-dessus l'écran de son ordinateur. Le miroir avait été monté au grenier 6 ans avant que la succession de Madeleine soit liquidée. Pas donné, pas vendu, caché, rangé, délibérément, hors de vue. Une femme avait caché un miroir dans son grenier. Et ensuite, quand sa mémoire avait commencé à partir, quand l'architecture soignée de son silence avait commencé à développer des fissures qu'elle ne pouvait plus colmater de l'intérieur, le miroir avait été lâché. Dans une vente de succession, dans une pièce pleine d'inconnus qui fouillaient dans une vie, dans les mains de Mathieu, sur le chemin vers les miennes. J'ai pensé à mon père brûlant ses lettres dans la cheminée, le regard sur son visage, la certitude que les belles choses portent les secrets des autres. Camille construisait déjà le 2e fil pendant que j'étais encore assise avec le premier. Elle a les instincts de recherche d'un limier et l'éthique d'un chirurgien. Elle trouve ce qu'il y a à trouver, et elle n'éditorialise pas, et elle n'adoucit pas. Quand elle a trouvé ce qu'elle a trouvé sur Mathieu et Ingrid Solvay, elle a imprimé, mis dans une chemise, et posé la chemise devant moi sur sa table de cuisine sans un mot. Elle m'a laissé l'ouvrir moi-même. Ingrid Solvay, 37 ans, conseillère en immobilier commercial, travaillant avec un cabinet dans les mêmes cercles professionnels que ceux de Mathieu. Elle avait un profil sur le site de son cabinet, la photo d'une femme qui était soignée et délibérée de la façon dont Mathieu était soigné et délibéré, comme s'ils avaient tous les deux été formés dans la même école de la présentation. Il y avait 18 mois de participation simultanée aux mêmes conférences professionnelles, des références clients communes. Et ensuite, le détail que Camille avait trouvé au bas d'un récent mandat immobilier, aussi discret qu'une note de bas de page, leurs 2 noms sur un accord de courtage commun. Il travaille avec elle depuis 18 mois,
Camille a dit. J'ai regardé le mandat. J'ai regardé les dates des conférences. J'ai regardé le chevauchement professionnel étalé devant moi de la façon dont une piste de provenance se présente quand elle a été correctement instruite. Propre, documentée, irréfutable. Il ne m'en a jamais parlé, j'ai dit. Camille n'a rien dit. Elle n'avait pas besoin. Entre deux femmes qui comprennent ce que signifie une preuve, cette phrase contenait tout. Je suis restée assise avec la chemise ouverte longtemps. Et voilà ce qu'il y avait dans ce moment. La chose que je n'aurais pas pu anticiper. Ce n'était pas la douleur que j'attendais. Ce n'était pas l'explosion. C'était quelque chose de plus silencieux et dans un sens plus difficile à porter. C'était le soulagement spécifique et terrible d'une personne qui s'est demandé pendant un moment si elle perdait la tête, qui est finalement, tranquillement, en train d'apprendre qu'elle ne la perd pas. Je n'avais pas imaginé. L'attention devenue prudente, les habitudes avec le téléphone, la qualité de sa présence qui avait glissé du registre de l'authentique à celui du géré. J'avais remarqué ces choses parce qu'elles étaient réelles. Je n'étais pas paranoïaque. Je n'étais pas trop abîmée pour faire confiance à ma propre perception. J'avais raison. J'avais eu raison pendant 2 ans. J'ai fermé la chemise. J'ai regardé Camille. Elle m'a regardée avec l'expression d'une femme qui a déjà été assise dans cette cuisine précise, avec cette connaissance précise, parce qu'elle l'a été, des années plus tôt, de l'autre côté de la table. Et elle a tendu la main par-dessus et posé sa main sur la mienne. Elle n'a pas dit « je suis désolée ». Elle n'a pas dit « qu'est-ce que tu vas faire ?» Elle a juste laissé sa main là, chaude et stable, et m'a laissé avoir le moment sans le remplir des mauvais mots. Par sa fenêtre, Paris continuait sa matinée. Quelqu'un promenait un chien sur le trottoir d'en bas. Un livreur manœuvrait sa camionnette plus loin dans la rue. Le monde faisait toutes ces choses ordinaires, avec une indifférence totale au fait que j'étais assise à une table de cuisine, en train de comprendre que mon mariage n'était pas ce que je croyais, et ne l'avait pas été depuis au moins 18 mois, et que j'avais su cela, de la façon dont on sait les choses qu'on a peur de savoir, depuis presque aussi longtemps. J'ai pensé à une femme nommée Madeleine Aubert, qui avait passé 41 ans dans une maison avec un homme qui lui avait été méthodiquement infidèle, qui avait gardé un miroir dans son grenier à cause de ce qu'il lui montrait, qui avait finalement, à bout d'elle-même, lâché prise. J'ai pensé, je dois aller la voir. Mais d'abord, je devais rentrer à la maison. Je devais faire à dîner. Je devais m'asseoir en face de mon mari et voir, avec des yeux clairs pour la première fois depuis 2 ans, qui était vraiment assis en face de moi. J'ai conduit depuis l'appartement de Camille par le quai de la Tournelle, le tronçon que j'ai toujours aimé le plus, où la Seine est large et plate, et où Notre-Dame se tient de l'autre côté comme quelque chose qui a décidé de rester quoi qu'il arrive. Je prenais ce chemin les jours difficiles, parce qu'il me donnait l'impression de traverser quelque chose. Un seuil. La ville qui vous offre un moment de silence avant ce qui vient ensuite. Je l'ai pris lentement ce matin-là. J'avais un plan, mais le plan ne concernait pas Mathieu. Pas encore. Le plan concernait Madeleine Aubert. Parce que quelque chose que Camille avait dit pendant que je remettais mon manteau était posé à l'avant de mon esprit et ne bougeait plus. Cette écriture n'est pas arrivée là par accident. Camille l'avait dit de la façon dont elle dit toujours les choses importantes, doucement, sans emphase, comme si elle énonçait simplement un fait sur la météo. Quelqu'un l'a mise là délibérément. Quelqu'un qui savait exactement comment fonctionne le teint d'un vieux miroir, et exactement ce qu'il faisait, et exactement qui finirait par le trouver. Une institutrice de Bergerac qui avait passé 34 ans à lire à voix haute devant des enfants, qui avait eu un talent pour les paternes, qui avait passé 41 ans à garder un secret qui n'était pas le sien à garder. Je suis allée voir Madeleine un mercredi matin, 9 jours après l'arrivée du miroir. J'avais passé ces 9 jours dans un état de précision suspendue, fonctionnant au travail, fonctionnant à la maison, cuisinant le dîner, dormant à côté de Mathieu, le regardant à table avec le contenu de la chemise disposé clairement dans mon esprit comme un dossier de provenance. Je ne jouais pas la normalité. Je l'habitais avec soin,
de la façon dont on manipule une pièce qui n'a pas encore été complètement évaluée. On n'applique pas de pression avant de savoir où se trouve le dommage. L'établissement de soins de mémoire de Sarlat était à 3 heures de Paris sur l'A20, puis une route départementale qui traversait un pays plat, champs bruns, château d'eau, un Super U tous les 20 kilomètres. L'établissement lui-même était bas et beige, et entouré d'un jardin que quelqu'un entretenait manifestement avec un soin sincère, parce que les massifs étaient fournis et réfléchis, même en octobre finissant. Je suis restée quelques minutes dans le parking avant d'entrer. J'avais imprimé une photographie du miroir sur une feuille A4 ordinaire. J'avais mon sac de travail avec mon carnet d'expertise dedans, parce que tenir des outils professionnels me stabilise. J'avais fait 6 heures de route aller-retour pour une conversation avec une femme de 73 ans qui n'était peut-être pas en train de passer un bon jour. Elle passait un bon jour. L'aide-soignante m'a conduite dans une petite salle commune ensoleillée, et Madeleine était déjà assise dans un fauteuil près de la fenêtre, dans un gilet en laine rose poudrée et une jupe gris clair, ses cheveux blancs coiffés nettement, ses yeux gris-bleu me suivant depuis le moment où j'ai franchi la porte. Elle ressemblait à quelqu'un qui attendait un visiteur. Pas moi spécifiquement, mais quelqu'un. Elle avait la posture d'une femme qui s'habillait soigneusement chaque matin, au cas où cette conversation finirait par avoir lieu. Je me suis assise en face d'elle et j'ai posé la photographie sur la table entre nous. Elle l'a regardée avant que je dise un seul mot. Quelque chose sur son visage a bougé. Pas de la surprise, pas de la peur, de la reconnaissance. Je l'ai mis au grenier à cause de ce qu'il me montrait, elle a dit. Sa voix était parfaitement stable. La voix d'une femme qui avait été institutrice pendant 30 ans, qui s'était tenue devant des enfants et leur avait lu des histoires, et géré le bruit et le chaos avec un calme particulier et inébranlable. Henri pensait que j'étais superstitieuse. Les hommes pensent toujours ça. « Qu'est-ce qu'il vous montrait ?» j'ai demandé. Elle m'a regardé un long moment. Ses yeux gris-bleu, clairs, étonnamment clairs, le genre qui fait sous-estimer les gens sur ce qu'il se passe encore derrière eux. La même chose qu'il vous a montré, j'imagine, elle a dit. Et là, dans ce moment, dans cette salle ensoleillée qui sentait le produit d'entretien et le parfum de gardénia de quelqu'un, si vous avez déjà été assis en face d'un inconnu et senti le sol de votre poitrine céder parce qu'il venait de dire la seule phrase qui rendait tout réel, vous savez exactement ce qui m'est arrivé. Appuyez sur ce bouton « J'aime ». Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce que ce que Madeleine m'a dit ensuite est la partie de cette histoire que je ne cesserai jamais de porter, et j'ai besoin que vous soyez là pour ça. Juste un petit geste, mais il compte plus que vous ne le savez. Maintenant, laissez-moi continuer. J'ai passé 20 ans à me dire que je voyais des choses, dit Madeleine, que j'imaginais, que je fabriquais des patterns là où il n'y en avait pas. C'est ce qu'on vous dit. Elle a marqué une pause. C'est ce que vous vous dites vous-même. Elle a croisé les mains sur ses genoux, de la façon dont une femme croise les mains quand elle a décidé de dire la chose qu'elle tient depuis longtemps. Ce miroir appartenait à une femme avant moi. Je ne connais pas son nom. Je ne l'ai jamais trouvé, et j'ai cherché. Elle a jeté un coup d'œil à la photographie. Mais elle a laissé quelque chose dans la glace, pas gravé dans la surface. Quelque chose dans le teint, dans le matériau de fond, écrit à l'envers pour se lire correctement quand la glace en but. Elle m'a regardée. J'ai essayé de le faire nettoyer une fois. L'homme qui est venu a dit qu'il ne pouvait pas y toucher, que ce qu'il y avait derrière faisait partie de la construction originale, que ça avait été fait exprès, par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait avec un teint au mercure. Pourquoi aurait-elle fait ça ? J'ai demandé, même si je savais déjà. J'avais besoin de l'entendre dire. Parce qu'elle ne pouvait pas partir, dit Madeleine simplement. Alors, elle a laissé la vérité à sa place. On est resté avec ça un moment, l'odeur de gardénia, la lumière d'octobre qui entrait à plat par la fenêtre. Je l'ai gardé des années, a continué Madeleine. Ensuite, je l'ai mis au grenier quand j'ai décidé que je ne voulais plus qu'on me montre ce que je savais déjà. Et ensuite, elle s'est arrêtée. Un petit sourire fatigué.
Et ensuite, je ne me souvenais plus pourquoi je l'avais caché. Et mon neveu a vendu tout ce qu'il y avait dans la maison, et je suppose qu'il est allé là où il devait aller. J'ai repris la route vers Paris et je me suis arrêtée dans le parking souterrain de notre immeuble pendant 41 minutes. Je sais que c'était 41 parce que j'ai regardé l'horloge de mon tableau de bord avancé. Je ne pleurais pas. Je n'étais pas encore prête à monter. J'étais assise avec deux choses simultanément. La connaissance de ce que Mathieu avait fait, que je portais depuis 9 jours dans sa forme documentée et mise en chemise, et la connaissance de ce que Madeleine avait dépensé. 41 ans. 41 ans à savoir et à absorber et à reclasser et à rester. 41 ans à croiser les mains sur ses genoux et à porter le poids d'un secret qui n'était pas le sien à porter. J'ai pensé, c'est l'autre direction. C'est la route que prend aussi cette histoire. Je suis montée. J'ai fait les pâtes à la crème et aux champignons des bois, le plat que Mathieu a toujours dit être son préféré. J'ai mis le couvert avec les belles assiettes. J'ai allumé une bougie. Quand Mathieu est rentré et a vu la table, quelque chose a traversé son visage, quelque chose de compliqué et de rapide, la micro-expression spécifique d'un homme qui est soudainement incertain des termes de la soirée. Et je l'ai reconnu parce que je l'avais déjà vu et que je l'avais toujours expliqué autrement. Il s'est assis. Il s'est versé du vin. Il a dit « C'est magnifique ». Et j'ai dit « Comment va Ingrid ?» Le silence a duré 4 secondes et demie. J'ai compté. Ensuite, il a dit mon prénom, Adèle, de la voix d'un homme qui est sur le point de construire quelque chose, et je l'ai regardé faire en temps réel. L'architecture qui s'élevait, poutre par poutre, le recadrage qui s'assemblait, ce n'est pas ce que... Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas prévu de ressentir dans ce moment. J'ai ressenti de la tristesse pour lui. Pas la tristesse qui vous ramollit, pas le genre qui vous fait tendre la main par-dessus la table. Le genre de tristesse qu'on ressent quand on voit quelqu'un faire la seule chose qu'il sait faire et qu'on comprend, clairement, que ça ne suffira pas. Il allait expliquer, il allait contextualiser, il allait trouver l'angle sous lequel ça paraissait différent, parce que c'est ce qu'il fait. C'est le seul outil dans la boîte. Et ça n'allait pas fonctionner. Et une partie de lui le savait déjà. Et il le faisait quand même parce que s'arrêter voulait dire faire face à quelque chose pour lequel il n'avait pas le langage. Je n'ai pas besoin que tu m'expliques ce que c'est, j'ai dit. J'ai besoin que tu comprennes ce que c'est terminé. Il s'est arrêté. L'architecture a calé. Et ensuite son visage a fait quelque chose que je ne lui avais jamais vu faire. Il s'est simplement apaisé. Pas le calme performé. Pas la tension gérée. Quelque chose en dessous de tout ça a remonté à la surface, brièvement, comme un homme qui prend de l'air. Et ce que j'ai vu n'était pas un vilain. C'était une personne qui avait peur. Une personne qui avait construit et géré et contrôlé le récit depuis si longtemps que la perspective d'un moment sans histoire était la chose la plus terrifiante dans la pièce. Je l'ai vu vraiment. Et ça m'a coûté quelque chose. Ça m'a coûté la version plus propre de tout ça, la version où je pouvais être purement lésée et lui purement fautif. Mais je ne troquerai pas ce voir-là. Parce que je suis la fille de mon père, et mon père a regardé le contenu de ce compartiment secret sans détourner les yeux, et moi non plus, je ne détourne pas les yeux. J'ai repoussé ma chaise. Je me suis levée. J'ai laissé les pattes sur la table. Je suis allée dans le couloir, et je me suis tenue un moment devant le miroir. Les belles assiettes et la bougie allumée, et le dîner non touché derrière moi, mon propre visage légèrement décalé dans la vieille glace. Et j'ai pensé, quelqu'un a laissé une chose vraie à l'intérieur de toi, pour la femme qui en aurait besoin. Elle m'a trouvée. Mathieu n'est pas parti sans résistance. Je veux être honnête là-dessus, parce que la version de cette histoire la plus facile à raconter est celle où j'ai dit ce que j'ai dit à table et qu'il a plié et que c'était fini. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a passé 3 jours à être extraordinairement, étouffamment présent. Il a dormi sur le canapé sans qu'on le lui demande. Il a fait le café le matin et laissé une tasse devant la porte de la chambre en frappant une fois, doucement, comme un homme qui a lu quelque chose sur le respect
et qui performe sa compréhension de ça. Il a envoyé un message le deuxième jour qui disait « Je sais que tu n'as pas confiance en moi en ce moment, et je comprends pourquoi. » Et c'était si précisément calibré, exactement les bons mots dans le bon ordre, que j'ai dû poser mon téléphone face contre le comptoir de la cuisine et rester à la fenêtre un moment à respirer. Parce que ce qu'il y a avec Mathieu, c'est qu'il n'est pas stupide. Il n'est pas non plus, au sens conventionnel, malhonnête. Il croit vraiment aux histoires qu'il construit. Il avait fabriqué une version des événements dans laquelle il était un homme, dans une situation complexe, qui n'avait pas encore trouvé le bon moment pour la résoudre. Et dans cette version, il n'était pas quelqu'un qui avait fait quelque chose de mal, mais quelqu'un qui avait été dépassé par les circonstances. Et une partie de ça était même vraie. Les gens ne sont généralement pas les vilains de leur propre histoire. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le fait d'être une personne. Mais vrai, en partie, n'est pas la même chose que vrai. Je suis retournée voir Madeleine une deuxième fois. C'était un jour plus difficile. Elle remontait et redescendait, présente quelques minutes, puis ailleurs, puis de retour. Je suis restée avec elle presque 1 heure avant qu'elle se tourne et me regarde avec la clarté soudaine et complète d'une de ses bonnes fenêtres et dise « Vous lui avez demandé ?» « Oui, j'ai dit. Et alors ?» Il avait une explication. Elle a fait un petit son, ni tout à fait un rire, ni tout à fait un soupir, quelque chose entre les deux. Ils en ont toujours une, elle a dit. Ensuite, elle a regardé la fenêtre, la lumière plate de novembre, le jardin que quelqu'un entretenait avec soin. Henri est mort il y a 6 ans. Elle a été silencieuse un moment. Vous savez ce que j'ai compris depuis qu'il est parti ? J'ai attendu. Je ne suis pas vraiment triste qu'il soit parti. Elle a dit ça simplement, sans mise en scène, sans amertume. Juste un fait auquel elle était arrivée après un long voyage. Je suis triste d'être restée si longtemps que je n'arrive plus à séparer le deuil du soulagement, que je ne sais plus lequel des deux sentiments est lequel. Elle s'est retournée vers moi. N'attendez pas de ne plus savoir faire la différence. Je suis rentrée à Paris et je me suis arrêtée à mon bureau avant de rentrer à l'appartement. J'ai récupéré un dossier dans le tiroir de mon bureau, un que j'avais constitué discrètement dans les jours qui avaient suivi l'arrivée du miroir et précédé toute conversation, quand j'étais encore dans la phase du savoir sans dire. J'avais fait ce que je fais. J'avais regardé l'objet avec des yeux professionnels. J'avais photographié chaque surface, documenté chaque détail de construction et d'état de conservation, soumis une évaluation écrite formelle à Delorme-Séguin sous mon propre nom et mes propres références professionnelles. Miroir de style fédéral américain, circa 1825-1840. Cadre doré d'origine. Verre gondolé d'origine. État de conservation exceptionnel pour l'âge. Valeur estimée 18 000 à 22 000 euros. Un cadeau réalisé avec des fonds communs du mariage à l'un des époux pendant le mariage. J'avais consulté une avocate en droit de la famille pendant ces 9 jours de précision suspendus. Maître Sandrine Collet, une femme que Camille m'avait recommandée, qui portait des lunettes de lecture sur une chaîne et parlait avec la précision tranquille et non pressée de quelqu'un qui a vu chaque version de cette histoire et n'en trouve aucune surprenante et toutes dignes d'être prises au sérieux. Je l'avais aimée immédiatement. Je comprenais ce à quoi j'avais droit. Je comprenais la différence entre ce que Mathieu préférerait que soit la conversation et ce que la documentation disait. Mais ce n'est pas pour ça que je l'ai gardé. Je veux être claire là-dessus. Je l'ai gardé parce qu'il était à moi, parce qu'une femme dont je ne connaîtrai jamais le nom avait laissé une chose vraie à l'intérieur de façon délibérée, soignée, dans la seule façon qui lui était disponible. Et Madeleine Aubert l'avait tenue pendant des années, dans une maison avec un homme qui lui avait fait douter de ses propres yeux. Et ensuite, elle l'avait lâché quand elle était finalement trop épuisée pour porter ce qui ne lui appartenait plus. Le miroir était venu jusqu'à moi. Je le gardais. Mathieu a quitté l'appartement un vendredi, 3 semaines après le dîner avec les belles assiettes. Il n'a pas été gracieux dans ce départ. Il y a eu des conversations difficiles et circulaires,
et un soir où sa voix s'est tendue d'une façon qui n'était pas tout à fait de la colère, mais qui lui était adjacente. Mais il est parti. Il a emménagé dans un appartement de fonction près de son bureau, le genre d'endroit qui vient meubler dans des tons neutres et qui ne vous demande rien émotionnellement, ce qui lui convenait pour le moment. La procédure de divorce a été engagée. Camille m'avait recommandé Maître Collet. Maître Collet était exactement ce dont j'avais besoin. Pas de la douceur, pas du drama, juste de la précision et de la constance. Ce qui est arrivé à Mathieu ensuite, la partie naturelle, la partie dans laquelle je n'avais aucun rôle, je l'ai appris de la façon dont j'apprends la plupart des choses sur mon ancienne vie, par mon collègue Philippe, qui a 62 ans et est chez Delorme-et-Séguin depuis 20 ans, et sait tout ce qui se passe dans les cercles professionnels parisiens, de la façon dont une rivière connaît son propre lit. Philippe m'a appelé un mardi après-midi, avec l'énergie prudente et douce d'un homme qui livre des nouvelles qu'il pense que vous devriez avoir, mais qu'il ne veut pas être celui à donner. Ingrid Solvay, s'est-il avéré, avait une réputation professionnelle qui ne survivait pas à un examen attentif. 2 des clients sur cet accord de courtage commun avaient déposé des plaintes auprès de l'autorité des marchés financiers. Pas contre Mathieu spécifiquement, mais concernant des transactions qu'Ingrid avait gérées et que Mathieu avait co-signées. Le cabinet de Mathieu, Verdier et Associés, était sous examen. Son associé, l'ami de longue date, un homme nommé Renaud qui avait 3 enfants et un appartement dans le meilleur arrondissement du 16e, n'était pas discret sur là où il estimait que la responsabilité de tout cela se situait. J'ai écouté Philippe me raconter tout ça, et j'ai ressenti rien qui ressemblait à de la satisfaction, rien de propre ou de victorieux. J'ai ressenti la façon dont on se sent quand on regarde une pièce mal réparée, finalement céder à l'assemblage qu'on a toujours su être faux. Pas surpris, et pas content, et fatigué d'une certaine façon au nom de tout le monde impliqué. Je suis désolée, a dit Philippe, à la fin. Je sais que c'est compliqué. Ça l'est, j'ai dit. Merci de me l'avoir dit. Ma mère a appelé cette même semaine depuis Périgueux. Elle avait appris, par quel canal je ne sais pas exactement, parce que ma mère a un réseau d'information qui opère sur des fréquences que je ne peux pas capter. Elle a appelé et elle a dit « Je veux que tu viennes passer un week-end à la maison. » Pas « Je suis désolée, ma chérie. » Pas « Je savais qu'il y avait quelque chose de faux chez lui. » Juste « Viens. » Je suis venue. J'ai dormi dans ma chambre d'enfance, avec la fenêtre entr'ouverte, et je me suis réveillée au bruit de Périgueux un matin d'automne. La qualité particulière de l'air dans cette ville, frais et légèrement doux, est complètement lui-même. Ma mère a fait des tartines beurrées avec de la confiture de prunes qu'elle avait faite en septembre. On s'est assise à la table de cuisine, et elle m'a parlé de sa semaine au travail, et je lui ai raconté le miroir et Madeleine, et les 4 mots dans la condensation, tout ça, dans l'ordre, sans hésiter. Elle a écouté sans m'interrompre une seule fois. Quand j'ai eu fini, elle a été silencieuse un moment. Ensuite, elle a dit « Ton père aurait adoré ce miroir. » Je sais, j'ai dit, moi aussi. C'était tout. C'était exactement assez. Camille est venue le premier samedi où j'étais de retour à Paris avec une bouteille de vin qu'on lui avait offerte et qu'elle avait dit attendre la bonne occasion pour ouvrir. Elle s'est assise sur mon comptoir de cuisine comme elle le fait toujours, jamais dans une chaise quand un comptoir est disponible, et on a mangé des nouilles à emporter, et elle m'a parlé du cabinet de recherche en provenance qu'elle était enfin en train d'ouvrir, et je lui ai parlé de l'avocate et du calendrier, et elle m'a demandé comment je dormais. Mieux, j'ai dit. Et ensuite, parce que c'était Camille, je me réveille à minuit et je passe devant le miroir. Il en bu? Elle a demandé. Parfois. Et alors? Il me montre juste mon visage, j'ai dit. Elle m'a regardé un moment par-dessus son verre de vin. Bien, elle a dit. C'est ce qu'il est censé faire. Il y a eu une personne qui est revenue, et une qui n'est pas revenue. La sœur de Mathieu, Lucie, celle qui s'était échappée à Lyon et était devenue directrice littéraire, celle que j'avais toujours aimée plus que la dynamique familiale ne me donnait l'espace de le dire, m'a envoyé une carte par la poste. Une vraie carte,
écrite à la main, ce qui en cette époque est sa propre façon de faire une déclaration. Elle disait « Je ne sais pas tout ce qui s'est passé, et je n'ai pas besoin de savoir. Je connais mon frère. Je suis désolée que ça ait pris autant de temps pour que la vérité te trouve, et je suis contente que ça se soit fait. Je l'ai mise sur le réfrigérateur avec un aimant et je l'ai laissée là. La mère de Mathieu, Dominique, n'a pas appelé. Je ne m'y attendais pas et je n'en avais pas besoin, et j'ai accepté cette absence de la façon dont on accepte l'absence de quincaillerie d'origine sur une pièce qui valait par ailleurs la peine d'être gardée. On le note, on le documente, on ne laisse pas ça déterminer la valeur de l'ensemble. J'ai écrit une seule lettre, pas à Mathieu. Il n'y avait plus rien à dire à Mathieu que Maître Collet ne disait pas déjà plus précisément que je ne pourrais jamais le faire. J'ai écrit une lettre à l'établissement de soins de Sarlat, adressée à la coordinatrice des activités, avec un don pour le fonds du jardin, et une note leur demandant de la lire à Madeleine un bonjour, si un bonjour arrivait. La lettre disait « Le miroir a trouvé la bonne personne. Je veux que vous le sachiez. » Ce qu'elle a laissé dans la glace, la femme dont nous ne connaîtrons jamais le nom, ça a fonctionné. Je l'ai vu. Je l'ai compris. J'en ai fait quelque chose. Merci de l'avoir porté aussi longtemps que vous l'avez fait. Vous pouvez le poser maintenant. Camille l'a lu avant que je l'envoie. Elle était assise à ma table de cuisine avec ses lunettes de lecture. Elle en a eu besoin récemment et elle est profondément agacée par ça. Et elle l'a lu 2 fois. Ensuite, elle l'a posé et m'a regardé par-dessus les montures. « C'est qui tu es ?» elle a dit. Juste ça, sans élaboration. Elle n'avait pas besoin d'élaborer. Le divorce a été prononcé un jeudi de mars. Maître Collet m'a appelé à 14h17 et a dit « C'est fait, Adèle !» Et j'ai dit « Merci ». Et je suis restée assise à mon bureau chez Delorme et Séguin un moment, avec ma main posée sur la surface d'une petite boîte en bois que j'étais en train d'expertiser. 18e siècle, probablement Provence, ferrures en laiton d'origine. Et j'ai passé le bout des doigts sur le grain de la façon que mon père m'avait appris. Lentement, attentivement, en cherchant ce que la surface me disait sous la finition. La boîte était exactement ce qu'elle prétendait être. Solide, d'origine, vraie. Ce soir-là, j'ai fait une soupe. Rien de compliqué, juste une soupe de légumes avec ce qu'il y avait. Et je l'ai mangée debout au comptoir de la cuisine parce que j'en avais envie. Parce que je n'avais pas à mettre en scène une table à dîner pour quelqu'un d'autre. J'ai mangé ma soupe et regardé la lumière quitter le jardin par la fenêtre, et j'ai parlé à mon père dans ma propre tête, de la façon dont je le fais depuis mes 19 ans, quand l'atelier a fermé, et qu'il est parti, et a emporté avec lui les mains précises, et la voix patiente, et la certitude que les choses abîmées ne sont pas des choses cassées. J'ai gardé le miroir, papa, j'ai dit, dans ma tête. Tu l'aurais daté tout de suite. Tu aurais su pour le verre gondolé. Tu aurais passé les mains sur la dorure et tu m'aurais dit quelque chose que je ne savais pas encore. J'ai lavé mon bol. J'ai marché dans le couloir. L'air de novembre était entré quelque part, une fenêtre que j'avais laissée entr'ouverte, et la vieille glace avait légèrement embué dans le différentiel de température. Cette alchimie spécifique et prévisible de l'air froid et de la pièce chaude. Le miroir faisant ce qu'il fait toujours. J'ai regardé mon visage dans la vieille glace, légèrement décalé, légèrement autre. La version de moi que la vieille surface gondolée me rend, pas tout à fait exacte, pas tout à fait fausse, presque vraie. La version presque vraie d'une personne qui a regardé quelque chose de difficile en face et n'a pas détourné les yeux. Je suis restée là un moment. Ensuite j'ai souri, un vrai sourire, sans hâte. Je m'appelle Adèle Fontenay, j'ai 34 ans, et je sais enfin faire la différence entre une vie qui a l'air juste et une vie qui l'est vraiment. Avant de partir, je veux vous poser une question, et je veux que vous y réfléchissiez vraiment une seconde. Est-ce que quelque chose a déjà essayé de vous dire la vérité avant que vous soyez prête à l'entendre? Un sentiment que vous avez expliqué autrement? Un détail que vous avez classé et oublié? Quelque chose de petit qui s'est avéré être toute l'histoire? Je crois que la plupart d'entre nous avons eu notre version de 4 mots dans la buée. J'aimerais connaître la vôtre. Laissez-la dans les commentaires.
Je les lis tous vraiment, et je le pense. Et si cette histoire vous a accompagné de la façon dont j'espère qu'elle l'a fait, si une partie d'elle a touché quelque chose que vous portez en silence, appuyez sur ce bouton j'aime, abonnez-vous pour être là pour la prochaine, et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle que ce qu'il voit est réel, que sa perception n'est pas le problème, que la vérité a une façon de trouver la personne qui en a besoin, même quand elle doit attendre très longtemps pour y arriver.